Bonjour, bienvenue sur ce troisième support. Donc à partir de maintenant, nous allons parler de toxicologie uniquement. La microbiologie viendra par la suite. Ce support nous permettra de traiter d'une introduction à l'évaluation du risque chimique et des valeurs toxiques de référence. Un toxique, d'après ce que vous avez pu travailler, vous avez compris que c'était une substance qui allait pénétrer dans l'organisme par différentes voies et que selon sa dose, en fait, qui peuvent être réalisées par des expositions aiguës ou des expositions chroniques, eh bien, cela va pouvoir provoquer des troubles sur l'organisme, des troubles aigus ou des troubles chroniques, et ces troubles pouvant aller jusqu'à parfois la mort de l'individu. Premier chapitre, le risque chimique. Alors, ce risque chimique, on va le traiter ici pour la santé-sécurité et pour l'environnement. Donc, que ce soit en santé-sécurité ou en environnement, on peut modéliser le risque de cette manière-là. Source de danger, donc notre produit chimique, l'impact, donc notre individu, la population ou l'environnement. Et puis, pour qu'il y ait cet impact, il faut qu'il y ait une interaction entre la source de danger et l'élément impactant. Cette interaction pouvant être de trois types, et c'est ce que vous avez pu voir au niveau en analysant les différents accidents que je vous avais demandé pour lesquels je vous avais demandé de réaliser des mini-arbres des causes. Vous avez très certainement retiré que la cause de ces accidents était de trois types, soit technique, soit humain, soit organisationnel. Vous avez peut-être pris euh, ces accidents dans le dossier risque chimique de l'INRS, hein, qui viennent de la base de données que je vous avais citée. Ici, vous avez donc différents types d'accidents: étiquetage non conforme avec reconditionnement, nettoyage ou entretien, transformation d'un fût sans dégazage préalable, et puis espace confiné. Donc une multitude de causes qui vont entraîner euh, ces impacts. L'organisation, étiquetage, réaction chimique, stockage, EPI, transport, soudure, etc., etc. Donc vous avez réalisé une typographie des causes, puis une typographie des impacts. Là, je vous ai pris une typographie des impacts au niveau du dossier risque chimique de l'INRS. Donc, les impacts peuvent se faire à quasiment tous les niveaux de l'organisme. Vous voyez ici, système nerveux, peau muqueuse, cœur, appareil circulatoire, appareil respiratoire, rein, vessie, foie, sang, bref, peu d'organes, sinon pas d'organes épargnés. Pour ce qui est de l'environnement, vous avez sans doute retrouvé comme cause de pollution, ben, des causes qui sont naturelles, ici à gauche, et puis des causes qui sont anthropiques, donc liées à notre activité humaine, que ce soit le transport, l'activité industrielle, notre traitement des déchets, nos activités humaines, nos pavillons, appartements et autres, et puis nos activités agricoles par exemple. Ces causes vont engendrer des impacts, on l'a dit, sur le vivant, donc la biocénose, et puis s'accumuler dans l'eau, dans l'air, les sols, et engendrer un certain nombre de problématiques dont on a parlé en environnement, en écologie, notamment en S1. Donc pour qu'il n'y ait pas ces impacts, eh bien on va réfléchir maîtrise, que ce soit en santé-sécurité ou que ce soit en environnement. Donc ici, il faudra réfléchir maîtrise dans les trois domaines: technique, humain, organisationnel. Alors intéressons-nous maintenant simplement à la santé-sécurité au travail, et on va se poser la question de comment aborder l'évaluation du risque chimique en SST. Je vous propose d'aller sur l'INRS et de reprendre le dossier risque chimique de l'INRS. Dedans, vous trouverez des exemples d'exposition que vous avez déjà analysés, des exemples d'accidents que vous avez aussi analysés, et puis des exemples d'effets, mais ça vous permettra de faire un point. Alors, au niveau de l'INRS, 5 points clés ressortent dans leur dossier concernant le risque chimique. Premier point, il faut évaluer les risques. Deuxième point, supprimer ces risques si c'est possible. Troisième point, remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou moins. Quatrième point, préférer les protections collectives aux protections individuelles. Et cinquième point, insister sur la notion de formation et d'information des salariés.
Si vous prenez ces 5 points, il y a de grandes chances que vos arbres des causes que vous avez construits s'effondrent, c'est-à-dire qu'au final, la situation ne se passe pas et donc il n'y a pas d'impact. Alors maintenant, vous êtes sur le terrain, vous avez besoin de faire une évaluation des risques et ben, vous allez vous poser la question de quoi j'ai besoin. D'abord, vous avez à comprendre le contexte d'utilisation du produit. Vous devez connaître le produit, hein, il va falloir trouver des éléments pour connaître ce produit. C'est pour ça que je vous ai demandé de rechercher des fiches toxicologiques, des fiches de données de sécurité, et puis vous allez devoir analyser l'exposition, et donc aller sur les valeurs toxiques de référence. Alors, pour ce qui est de la connaissance du produit, euh, vous lirez sur la partie, sur le document risque chimique de l'INRS, la partie approche générale de prévention et la partie évaluation des risques. Vous vous reporterez aussi sur les fiches toxicologiques. Donc vous avez vu que dans ces fiches toxicologiques, on a des données, donc avec tous les pictogrammes, tous les dangers potentiels. Vous avez aussi des données sur les effets potentiels de ces produits. Et puis vous avez un certain nombre d'informations scientifiques qui figurent pour expliquer d'où nous viennent ces connaissances. Puis vous avez d'autres données qui nous intéressent moins, nous, ici en toxicologie, des données sur l'incendie, le stockage ou des choses de ce type-là. Je vous ai conseillé aussi d'aller regarder les fiches INERIS qui vous donnent un certain nombre d'éléments de toxicité notamment. Alors, que nous dit la réglementation? Ben, globalement, quand vous êtes dans votre entreprise et que vous avez un produit, normalement, vous devriez avoir la FDS. Puisque, vous voyez, selon la réglementation, en rouge, hein, le fournisseur d'une substance ou mélange dangereux fournit au destinataire cette fiche de données de sécurité. Et donc, dans cette fiche de données de sécurité, vous avez vu que vous avez l'ensemble des éléments dangereux qui se trouvent dans ce produit qui vont être explicités. Et pour chacun d'entre eux, ben, il va falloir regarder en fait quelle est la problématique liée à ce produit. Donc on a les connaissances des produits grâce à ces informations, FDS, fiche toxico, fiche INERIS, voilà, on arrive à en ressortir les informations principales. Maintenant, il va falloir se demander comment je vais faire pour analyser l'exposition. Maintenant que je connais le produit, je fais quoi? Eh bien, je vais comprendre l'exposition. Bien, maintenant que je connais mon produit grâce au FDS et aux fiches toxico, eh bien, je vais comprendre l'exposition. Dans mes FDS et fiches toxico, j'aurais compris s'il y avait des valeurs limites d'exposition à ne pas dépasser pour ce produit. Ces valeurs limites d'exposition, on les retrouve dans la réglementation. Vous avez ici une copie d'écran de Légifrance dans lesquelles, vous voyez, vous avez un tableau dans lequel figurent toutes les valeurs limites d'exposition professionnelle du moment. Par exemple, pour l'acétate d'isopentyl, vous constatez que vous avez des valeurs limites d'exposition professionnelle 8 heures de 270 mg par mètre cube, ce qui correspond à 50 ppm. Et puis en court terme, vous avez des valeurs de 540 mg par mètre cube, ce qui correspond à 100 ppm. Ces unités, on en reparlera ultérieurement, on fera des calculs de conversion. Ces valeurs, vous pouvez les retrouver aussi dans la note de l'INRS ED 984, qui est un aide-mémoire technique sur les valeurs limites d'exposition professionnelle. Vous pouvez aussi, au niveau de l'INRS, récupérer un fichier Excel, alors qu'il ne s'agit pas de le récupérer définitivement, il faut aller le récupérer au moment où on en a besoin, puisqu'il est remis à jour. Vous voyez ici, il y a marqué au-dessus du logo INRS, version du 16-03-2020. Chaque substance va être précisée par une couleur. S'il s'agit d'une substance en bleu, eh bien, ça veut dire qu'il y a une valeur limite réglementaire contraignante. S'il s'agit d'une substance en jaune, ça veut dire qu'il y a une valeur limite réglementaire indicative. Et s'il s'agit d'une substance en blanc, c'est qu'il y a une valeur limite indicative. Ce sont trois types de valeurs d'exposition avec des contraintes réglementaires différentes dans chaque cadre. Et vous retrouvez sur ce fichier Excel eh bien, les mêmes valeurs que ce que je vous disais tout à l'heure. Par exemple, ici, vous avez le formiate de méthyle, on peut retrouver les VLEP 8 heures ou les VLEP, alors CT, c'est pour court terme.
Le formulaire d'éthyle, vous constaterez qu'il est dans le tableau de maladies professionnelles TMP 84. Par contre, on ne voit pas de numéro de fiche toxicologique FT dans leur tableau. Que nous dit la réglementation sur ce point-là, sur le point des contrôles des valeurs limites d'exposition professionnelle? Le premier point nous dit que l'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs. Donc on a une obligation de procéder à ce mesurage quand c'est nécessaire. Et notamment, lorsqu'il y a des valeurs limites d'exposition professionnelle, eh bien, dans certains cadres, il faut procéder à ces contrôles par des organismes accrédités. Et troisième point, eh bien, ce que l'on dit, c'est que ces contrôles doivent être effectués au moins une fois par an, ou alors lors de tout changement qui serait susceptible d'avoir un impact néfaste sur notre travailleur. Si l'on poursuit dans ce paragraphe sur le contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle, ce qui nous est dit, c'est que s'il y a un dépassement de ce seuil, eh bien, l'employeur doit prendre les mesures immédiatement. Et en cas de dépassement d'une valeur limite, l'employeur doit procéder à une évaluation des risques précise de manière à déterminer quelles sont les mesures à prendre pour euh, empêcher l'impact négatif sur l'opérateur. Ces résultats qui sont obtenus, c'est toujours la réglementation qui va l'imposer, doivent être communiqués au médecin du travail et au comité social et économique. Ils doivent être à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail. Et puis ils doivent être à la disposition aussi des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Donc vous en aviez rencontré un des agents de la CARSAT par exemple. Et donc le mesurage et les contrôles techniques, dernier point qui nous est explicité, c'est que regardez en rouge, le dernier élément, ils doivent respecter des modalités et des méthodes. Donc on ne fait pas les choses n'importe comment. Bilan, donc pour analyser votre situation de risque chimique, il va falloir d'abord connaître les produits à l'aide notamment de vos FDS et de votre fiche toxicologique ou de vos fiches toxicologiques. Il va falloir comprendre leur utilisation à ces produits. Et puis, il va falloir réaliser de la métrologie si cela est nécessaire. Lorsque vous avez réalisé cette métrologie, vous devrez être capable de comparer vos résultats au VLEP 8 heures et au VLEP court terme, de manière à comprendre s'il y a un impact potentiel. La suite de ce cours se trouve sur le support numéro 4, dans lequel nous ferons des études de cas pour bien comprendre l'utilisation de ces valeurs limites d'exposition. Donc à très bientôt et puis revoyez bien cette partie avant de passer à la partie suivante. Même si dans le support numéro 4, dites-vous bien, il y a des choses qui vous permettront de bien comprendre ce qu'on a vu aujourd'hui.